On y va oui. Ouais. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. Merci pour votre invitation, merci pour votre présence. Donc, je suis Jérôme Fourquet, je travaille à l'Institut de sondage IFOP. Et donc j'ai coécrit avec mon acolyte qui va se présenter un livre qui s'appelle « La France sous nos yeux » et dont on va vous retracer quelques éléments qui, je pense, s'inscrivent bien dans les débats, les discussions que vous avez ce matin. J'ai pris l'édition de poche qui vient de sortir en octobre. Cadeau de Noël idéal pour vos amis, votre famille. Parce que l'édition originale, en plus, c'est vraiment trop lourde à transporter dans le métro. Donc j'ai pris le petit format. Voilà. Donc voilà, donc notre intervention s'appelle le coup du tacos, le coup du French tacos. Et le sous-titre, c'est le passage à la France d'après. C'est tout le travail de ce livre. C'est de raconter ce qui s'est passé au cours des dernières décennies en France. Un très très grand basculement à la fois culturel, mais avant tout économique. Donc comme on a un temps contingenté, on va essayer de vous résumer ça. En fait, une des thèses du livre, c'est le passage d'une économie de la production à une économie de la consommation, du tourisme et des loisirs. Si on regarde d'où nous venons, jusqu'au début des années 80, on a une France qui est encore dominée économiquement par les activités de production. Or, tout ça s'est effondré. Monsieur Dufour qui est là, et on parle sous les auspices de BPI, s'est effondré en l'espace de quelques décennies. Si on prend uniquement la période 2008 à nos jours, 2008 c'est la dernière grande crise économique que le pays a connue, nous avons perdu la bagatelle de 940 sites industriels de plus de 50 salariés. 940 sites. Et donc quand on parle de désindustrialisation, on a toujours en tête les charbonnages dans le Nord-Pas-de-Calais, la sidérurgie en Lorraine. Tout ça est bel et bien vrai, mais ce processus ne s'est jamais arrêté depuis. L'autre pilier de l'économie productive française, c'était l'agriculture. Là aussi, on peut se dire, mais il nous renvoie à Mathusalem, mais en fait, les chiffres sont têtus. En 1988, il y a 30 ans, on compte encore 1 million d'exploitations agricoles en France. Nous n'en avons plus que 380 000 aujourd'hui. Et donc ce secteur a connu le plus grand plan social de l'histoire de France contemporaine, mais c'était un plan social qui était assez silencieux. Cette économie française, face à l'effondrement de ces deux piliers productifs, elle n'est pas restée inactive, et d'autres secteurs ont pris le relais. Un des secteurs auxquels on pense spontanément dans la thématique du coup d'après, la France d'après, eh bien c'est tout votre écosystème, c'est l'écosystème de la tech, de la Startup Nation, qui aujourd'hui pèse lourd dans notre société. Mais sans faire insulte à personne, même si vous incarnez l'avenir, en termes de poids économique, en termes de nombre d'emplois, le cœur battant de la société française, il ne se trouve pas ici, il se trouve à quelques dizaines de kilomètres de ce bel arrondissement, dans toutes les zones commerciales de périphérie. C'est l'endroit où s'est développée, depuis les années 80, une gigantesque économie de la consommation, avec comme navire amiral, si on peut dire, le secteur de la grande distribution. Je vous donne juste quelques chiffres. Intermarché, en 1980, ils ont 310 magasins en France. Ils en ont 1830 aujourd'hui. Ils ont transformé, avec leurs concurrents, en l'espace de quelques décennies, la France en une gigantesque zone de chalandise. C'est là-bas que tout se passe. 70% des achats sont encore effectués dans ces zones commerciales de périphérie. On nous parle beaucoup du Black Friday, du e-commerce, qui est une véritable réalité dans notre mode de consommation, mais regardons les chiffres et le cœur battant se situe toujours là-bas. C'est là aussi où on va se divertir, où on va travailler, et c'est là aussi où on va exprimer sa colère, sa protestation. Vous vous souvenez que le mouvement des Gilets jaunes a eu comme théâtre la France des ronds-points, la France des supermarchés et la France des zones commerciales. Autre secteur qui s'est considérablement développé au cours de cette période, tout ce qui tourne autour de l'économie touristique et récréative. Si on quitte la région Île-de-France et qu'on se téléporte en province, on peut prendre l'exemple d'un département comme le Loir-et-Cher, qui pendant très longtemps a eu comme principale vitrine touristique emblématique le château de Chambord. Depuis 2012, il y a une deuxième locomotive touristique qui a coiffé sur le poteau Chambord, qui s'appelle le Zooparc de Beauval. Pourquoi 2012? C'est l'année où ils ont récupéré les pandas géants, qui sont devenus la véritable attraction du département. Le Zooparc de Beauval, c'est 850 salariés et c'est le premier employeur privé du département du Loir-et-Cher. Donc on voit le poids de cette économie touristique
et récréative qui s'est considérablement étoffée. Pour essayer de rester dans le temps, je vais condenser le propos avant de passer la balle à mon acolyte, en disant que si on devait résumer ce phénomène, s'il y avait une période un peu emblématique, on pourrait retenir la période du printemps 1992. Printemps 1992, c'est il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Ben, il y a eu un télescopage comme l'histoire en a le secret. Donc je reviens ici en Île-de-France. Le 31 mars 1992, c'est la fermeture définitive de l'usine Renault-Billancourt, hein, qui était la grande citadelle ouvrière qui a marqué notre histoire sociale. Il y avait encore à l'époque 4000 salariés à Billancourt. Et donc quand vous vous promenez aujourd'hui sur l'île Seguin, on a les plus grandes peines du monde à imaginer qu'il y avait un site de production automobile. Il y a aujourd'hui un magnifique bâtiment qui sert à organiser des événements culturels. Et 12 jours plus tard, le 12 avril 92, toujours en Île-de-France, mais de l'autre côté de l'Île-de-France, on inaugurait en grande pompe ce qu'on appelait à l'époque Euro Disney, qui s'appelle aujourd'hui Disneyland Paris. Et donc on passait d'un monde à un autre. Disney, c'est 16 000 salariés hors période Covid. Et donc c'est le premier employeur monosite de France. Si je quitte juste la référence économique pour aller dans l'univers culturel, si vous interrogez les 18-35 ans, donc c'est en France entière, génération qui est née après l'ouverture de Disney, juste à ce moment de Disney, 75% d'entre eux sont au moins allés une fois dans leur vie chez Disney. Et si on veut être un peu taquin, on peut dire qu'on peut les tamponner comme étant des bons Français. Ils ont accompli le pèlerinage, puisque aujourd'hui, le coup d'après, c'est d'être aussi allé chez Disney. Merci Jérôme. Et pour poursuivre, je pense que la question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on s'est posée dans le livre, c'est quoi être français, c'est quoi l'identité française. Jérôme vient de dire avec un peu de malice, aller avec ses enfants à Disney le week-end, bah, ça fait partie d'un patrimoine culturel français élargi, puisque c'est de fait un des premiers sites touristiques de France. C'est aussi le premier employeur monosite de France, Euro Disney, le parc Disneyland Paris. Il se trouve que la culture, c'est aussi, dans le domaine français, c'est aussi évidemment la gastronomie, on ne peut pas y échapper. Vous avez peut-être vu que le titre de cette intervention était le coût du French tacos. Alors comment on arrive de la chute des activités industrielles et agricoles au tacos? Ben, avec un détour par la gastronomie, on s'intéresse beaucoup à l'assiette des Français, à la manière dont ça s'est complexifié sous l'apport de la globalisation culturelle, des vagues migratoires, de la globalisation aussi des marques, des industries culturelles. Et on prend quelques exemples assez typiques de ces changements, grâce aux données de sondage notamment qu'on a mobilisées. Alors, aujourd'hui, des plats traditionnels, par exemple le fait de cuisiner au beurre ou à l'huile, de manger de la blanquette de veau, ou de la bouillabaisse à Marseille, tout ça, ça existe encore. Mais cette assiette traditionnelle, elle a été quelque part ensevelie sous des couches culturelles nouvelles, comme sédimentées. Nous, on a joué un peu aux archéologues de la gastronomie. Et on s'est rendu compte que finalement, dans les années qui nous intéressent dans le livre, les années 70-80 à 2020, on a vu de nouveaux plats s'intégrer quelque part à l'assiette, à la carte, au menu en fait de la France contemporaine. Le plus connu évidemment c'est le burger, pour rester dans la culture américaine, avec McDo qui arrive en France dans les années 70. Il y a un McDo à Strasbourg en 79, il y en a plus de 1000 en 2003, 20 ans plus tard. Il y en a à peu près 1500 aujourd'hui. La France, c'est un des principaux marchés de McDonald's. Le burger, c'est même aujourd'hui à quitter un petit peu les stigmates du fast-food pour devenir un plat de street food, un plat à la mode, un plat cuisiné dans toutes les brasseries de France. Il a même supplanté le jambon beurre. Donc là encore, vous voyez que ce paradoxe entre modernité et tradition et que le poids de la globalisation est quand même assez puissant. Et puis, on pourrait citer le kebab, arrivé dans les années 90. Et puis, plus récemment, un cas qui nous intéresse encore plus, celui du French tacos. Alors, je ne parle pas de la galette mexicaine, mais je parle bien du tacos français, puisque c'est une pure invention de la France d'après, comme on l'appelle dans le livre, de la France hybridée. Pourquoi? Parce que le tacos, en fait, c'est une sorte de panini ou de burrito servi avec de la viande et de la sauce fromagère. Si vous avez des jeunes enfants, vous êtes au courant de leur goût pour ces plats très caloriques. C'est un plat qui s'est structuré en fait en chaîne de franchise, un peu comme McDo, assez rapidement, qui est né dans les banlieues françaises. Alors il y a un match, il y a un débat pour savoir si c'est la banlieue de Lyon ou la banlieue de Grenoble qui l'a inventé, mais en tout cas c'est un produit de la banlieue. Et c'est aujourd'hui un plat qui est considéré comme authentiquement français, au même titre que le burger peut être servi dans un restaurant français. Et puis pour terminer, pour quitter la métaphore gastronomique et aller sur le plan plus culturel et musical, on a entendu le CEO de Deezer
nous dire, parce que je suis fluente en anglais, j'ai compris qu'il disait que 50% du stream de Deezer est d'origine française et de la musique estampillée France. Mais c'est quoi de la French Touch musicale aujourd'hui? On sait que cette expression de French Touch, elle est née avec la musique, avec Daft Punk, avec tous ces groupes-là. Aujourd'hui, c'est aussi Aya Nakamura, c'est ce qu'on appelle parfois la pop urbaine, un terme qu'on a inventé pour dépasser l'opposition entre la variété franchouillarde et la musique urbaine, le rap et le hip-hop. La pop urbaine, c'est aujourd'hui cette musique un peu française hybridée, avec là aussi le rôle souvent des quartiers comme laboratoire un peu R&D de la culture française, un peu comme pour le French Tacos. Voilà, en filant ces métaphores, on pourrait dire que finalement la pop urbaine, c'est un peu le French Tacos de la musique française. Et puis il y a des plans en déclin, hein. Il y a des musiques en déclin comme il y a des plans en déclin. On pourrait dire que la variété à la Starac, même si elle résiste, est un peu la Blanquette de Veau musicale. Et puis on s'est rendu compte dans les données de sondage, il y avait aussi des artistes indétrônables qui restent populaires dans toutes les générations, notamment Jean-Jacques Goldman. Ce qui nous fait dire dans le livre que finalement Jean-Jacques Goldman est un peu le steak frites de la musique populaire française. Alors il me reste 1 minute 30 en fait. Est-ce qu'on la laisse au suivant ou est-ce que Jérôme, tu veux rajouter quelque chose pour conclure? Non, on va essayer de rattraper le planning et donc on va faire don de notre temps. Voilà, c'est notre French Touch à nous. Merci à vous. Merci. French Touch.